Bonsoir, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les anciens ministres, mesdames et messieurs les députés et sénateurs et anciens parlementaires, mesdames et messieurs les élus de la République, mesdames et messieurs les membres de l'Institut et professeurs du Collège de France, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques et des syndicats, mesdames et messieurs les présidents des associations laïques, citoyens, chers amis, chers membres du comité Laïcité République. Une fois encore, cette cérémonie est un succès, comme le démontre cette salle pleine, témoignage de la vitalité de notre combat laïque, de l'importance de notre engagement et des exigences républicaines des Français. Nous sommes fiers ce soir d'avoir parmi vous tant d'élus, de représentants des associations et de personnalités marquantes de la société civile. Leurs noms, vos noms, vont défiler sur cet écran pendant la cérémonie et nous nous excusons par avance auprès de ceux que nous aurions oubliés, tant votre affluence est grande. Nous regrettons l'absence impromptue de la maire qui nous a, par cette lettre, réaffirmé son attachement à la laïcité. Nous la remercions et nous espérons dans ce domaine pouvoir compter sur sa grande voix. Il n'est pas indifférent que cette cérémonie prenne place depuis près de 10 ans désormais dans la plus grande maison commune de France, qui fut le théâtre de la construction de nos idéaux depuis les premiers jours de la Révolution française. Je voudrais particulièrement saluer les parlementaires qui ont accepté notre invitation, manifestant ainsi une nouvelle vivacité de nos principes au sein de la représentation nationale. Je vois aussi beaucoup d'élus territoriaux. Chaque année, leur présence est plus nombreuse et elle témoigne, je crois, de leur fidélité à ces principes et de leur besoin de les voir réaffirmés. Ce soir, et parce que cela prend désormais la forme d'une tradition mémorielle et historique, et que serions-nous, nous les républicains, sans l'histoire, je me tourne vers les témoins de nouveau et les proches des victimes des attentats qui ont fait prendre conscience à beaucoup de l'urgence laïque. Je salue Marie Cabrette, DRH de Charlie, Gérard Biard, rédacteur en chef de Charlie, et les parents de Charb, dont la présence fidèle à cette cérémonie nous rappelle que les ennemis de la liberté et de l'universalisme ont fait, font et feront encore beaucoup de sang. Je crois que nous pouvons les saluer et les applaudir. Charb fut président du jury des prix de la laïcité en 2012 et il restera notre compagnon de liberté, d'égalité, de fraternité et donc de laïcité. Et puis aussi, je l'espère pour nous tous, d'irrévérence. Nous sommes et resterons toujours Charb, toujours Charlie, comme nous l'avons manifesté en janvier lors de la journée portant ce nom que nous avons co-organisée avec le Printemps républicain et la LICRA. À ces saluts, je voudrais ce soir particulièrement associer 4 femmes qui sont depuis quelques mois, quelques semaines ou quelques jours les cibles de la violence intégriste et d'un véritable lynchage sur les réseaux sociaux, dans les officines indigénistes et dans certains cercles de pensée dévoyés de l'université et de la culture. Elles viennent d'horizons politiques et intellectuels différents, mais partagent le goût de la liberté, l'exigence de l'égalité entre les hommes et les femmes, et le refus des abandons et des capitulations. Il s'agit d'Isabelle Barbéris, Fatia Boudjalat, Marie-Laure Brossier et Lydia Guirous. Elles nous montrent la voie et démontrent que les hussards noirs de la République sont aujourd'hui ces femmes qui, comme le disait Simone de Beauvoir, n'oublient jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que leurs droits soient remis en question. La République et la laïcité n'ont trouvé leur pleine étendue que depuis qu'elles ont cessé d'être le territoire exclusif des hommes. L'égalité entre les sexes, la défense des droits des femmes font désormais partie de nos plus urgents combats, pour elles, mais aussi pour nous tous. La disparition de Simone Veil, emblème de ces luttes, son entrée au Panthéon, prennent une dimension toute symbolique aujourd'hui, alors que la liberté des femmes de disposer de leur propre corps est attaquée par toutes les autorités religieuses, du pape aux mollahs iraniens, en passant par les gouvernements autoritaires en Europe même. Nous ne pouvons passer sous silence que ces assauts contre la liberté des femmes
se double parfois de violences antisémites. Simone Veil fut l'emblème de l'une et l'autre lutte. Elle qui, laïque, républicaine et féministe, revint des camps de la mort. Oui, les femmes sont aujourd'hui les phares qui nous guident, comme ces Iraniennes qui risquent leur vie pour arracher un linceul auquel veulent les condamner ceux qui se prétendent leurs maîtres. Quelle confusion, quel détournement, lorsque des associations qui se disent féministes manifestent pour une improbable liberté de porter le voile, alors que des millions de femmes rejettent cette marque de leur infériorité. C'est lorsqu'on oublie que les droits humains ne valent qu'associés aux droits des citoyens que l'on voit des comités dépendants de l'ONU critiquer des décisions de justice et des lois en mettant sur le même plan le ressenti de quelques égarés et les principes du bien public et de la liberté de toutes. Comment ne pas citer ici Asia Bibi, cette femme innocente, martyre de l'obscurantisme le plus rétrograde, que dans d'autres pays l'on veut torturer et dépecer pour avoir bu un verre d'eau d'un puits. La France est un pays dont les citoyens répètent, sondage après sondage, que croyants, agnostiques ou athées, ils se déclarent laïcs à 80%. Ceci signifie très simplement, très clairement, qu'adossés à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à notre Constitution et à nos lois, ils ne veulent pas de l'emprise d'un dogme, quel qu'il soit, sur la société. Et pourtant, notre société est envahie par les exigences, les outrances de ceux qui voudraient que leur conception autoritaire et radicale de la foi, de l'ethnie, de la race, fasse loi. Désormais, lorsqu'on prend la parole, on doit dire qui l'on est, noir ou blanc, et l'on y est assigné. Cette pression prend les formes les plus variées. Pensons aux ravages que le refus irrationnel de la vaccination produit déjà. Les sciences et leur extraordinaire rapport à l'humanité sont mises aujourd'hui sur le même plan, dans le même sac que les plus obscures superstitions. Pensons à l'intervention véhémente des religions dans le débat public à propos du droit à mourir, de la PMA, de la GPA. Quelle que soit notre opinion personnelle sur ces évolutions culturelles et sociétales, c'est le débat citoyen et politique qui décidera de leur avenir, non les manifestations dites pour tous d'interdits dogmatiques. Inquiétante encore cette bigoterie que l'on croyait d'un autre âge, lorsqu'un prix Nobel de physique se voit pieusement désavoué par son institution pour un clip musical et souriant mettant en scène des hommes et des femmes en short et en t-shirt. Que penser enfin de ces municipalités qui, par des raisonnements biaisés et une logique renversante, en arrivent à autoriser le port du burkini dans une piscine publique, c'est-à-dire en réalité à interdire à celles qui n'en veulent pas de porter autre chose. Les mêmes souvent contournent la loi de 1905 et font passer le cultuel pour du culturel, consacrant ainsi des budgets aux croyances de quelques-uns plutôt qu'au bien-être de tous. Que doivent penser de nous face à ces dérives ces femmes iraniennes révoltées dont je parlais, ce blogueur laïque saoudien condamné à 1000 coups de fouet, ces démocrates algériens auxquels, souvent, nous préférons l'obscurantisme? Que pensait de ces reculs notre ami Antoine Sfer, récemment disparu, qui fut président de ce jury en 2007? La mémoire modeste de cet homme, de ce combattant courageux, de cet ami de la laïcité, pont entre notre pays et les humanistes libéraux du monde arabe, doit continuer à nous inspirer. Oui, la laïcité est un principe constitutionnel et législatif, mais par son enracinement dans l'histoire de notre pays, elle est aussi un mode de vie. Nos terrasses de café fréquentées par des hommes et des femmes, une des images les plus représentatives de la France à l'étranger, sont bien la marque d'une liberté que certains veulent voir disparaître. L'érosion de nos libertés sous la pression des adversaires de la laïcité prend de plus en plus souvent la forme d'un retournement rhétorique des principes démocratiques,
De la rue à l'université, il n'est pas de semaine où cette perversion de la pensée ne se manifeste. Quand un héros de la République, le colonel Beltrame, exemple même de la richesse d'un être humain, républicain, laïque, militaire, croyant, franc-maçon et tant d'autres qualités probablement encore, se voit honoré par un conseil municipal d'une plaque de rue à son nom, il se trouve des élus de la République pour s'opposer à cette décision, car ce serait de la provocation. Quand nous commémorons les morts du Bataclan, il se trouve des chanteurs qui veulent crucifier les laïcards et violer Marianne pour se peindre en victimes quand on leur demande poliment d'aller le faire ailleurs que sur les lieux du massacre. Quand la pièce de Charb doit être montrée dans certaines villes ou certaines universités, il se trouve un maire ou un président pour interdire les représentations pour ne pas faire de vagues. Quand enfin chercheurs et universitaires veulent réaffirmer les principes de notre vie commune, certains de leurs collègues de plus en plus nombreux et de plus en plus égarés les traitent de fascistes, pas moins, écrivent des thèses, se voient élus professeurs en défendant toutes les formes de différentialisme, de séparatisme, de racisme à rebours et de refus de la liberté de conscience. Comme le disait George Orwell, la guerre c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Il ajoutait, lui, l'intellectuel, qu'il est des idées d'une telle absurdité que seuls des intellectuels peuvent y croire. Nous aimerions tant, mesdames et messieurs les élus qui nous faites l'honneur de votre présence ce soir, que ces préoccupations, ces inquiétudes trouvent, grâce à vous, leur chemin vers nos gouvernants. Nous savons bien que la politique est un art du possible qui commande d'aborder la réalité avec pragmatisme. Mais nous savons aussi, et toute l'histoire des démocraties le prouve, que reculer sur les principes ne fait qu'aggraver les choses. Que penser de ce lien abîmé entre la République et l'Église ? Que penser de la radicalisation ou de l'intégrisme laïque ? Que penser, vous êtes nombreux ici à vous être posé la question lors du vote de la loi ESSOC, dite loi de confiance, de cet assouplissement du contrôle sur les lobbies religieux et le financement privé des cultes. N'est-il pas temps que des paroles fortes rassemblant le peuple français autour de sa culture et de sa tradition universaliste soient prononcées dans un grand discours sur la laïcité ? Des fuites reprises dans le quotidien L'Opinion du lundi 5 novembre et confirmées depuis par diverses sources gouvernementales font état d'un projet de modification en profondeur de la loi de 1905 visant les articles permettant de contrôler les agissements religieux en matière politique. Nous pensons que tous les instruments de contrôle et de coercition nécessaires existent pourtant déjà dans cette loi et dans l'arsenal juridique français. Nous serons donc très attentifs avec vous aux modifications que pourrait subir cette loi, redoutant un affrontement qui, pour le coup, mobiliserait tous les laïcs. Rappelons avec Victor Hugo que ce que voulaient nos pères, c'est l'Église chez elle et l'État chez lui. Et avec Montesquieu, qu'il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante. Cette révision, si elle aboutissait, devrait aller dans le sens de plus de liberté des citoyens, plus d'émancipation et de moins d'influence des cultes sur l'espace public. La laïcité et ses bienfaits en matière de liberté, d'égalité, de fraternité ne se perpétueront pas sans l'outil majeur de construction de notre République, l'école. Depuis plus de 40 ans, les réformes vont toujours dans le sens du moins de savoir, moins de sens critique, moins de transmission, moins de citoyenneté et plus d'employabilité. De telles évolutions sont bien entendu vouées à l'échec. La capacité à vivre et à agir en société pour le bien de tous et pour son propre bien s'acquiert par la construction d'un adulte armé de savoir qui lui permettent ensuite d'accéder à toutes les connaissances, armé de sens critique, bref, armé de sa citoyenneté et pas de techniques de communication. La bataille est rude. Après les territoires perdus de la République de Georges Bensoussan en 2002, après le rapport Robin en 2004, la DGSI nous confirme 15 ans plus tard que l'école n'est plus le creuset de l'intégration, mais risque de devenir le champ clos des outrances communautaristes. Monsieur Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a pris, nous semble-t-il, la mesure du péril.
Il a mis en œuvre depuis un an des mesures qui vont dans le bon sens, en s'appuyant sur les travaux avisés du Conseil des sages de la laïcité, dont plusieurs membres que je salue sont parmi nous ce soir. Soutenons son effort. Ces différents constats confirment l'importance de la préoccupation culturelle pour nos concitoyens. Même les pays démocratiques, dans lesquels l'économie se porte bien, connaissent ces troubles civilisationnels. Les peuples ont le sentiment que leur mode de vie, le long travail de construction de leur liberté et de leur égalité sont remis en cause. À ne pas prendre en considération ces inquiétudes, l'Europe, que nous voudrions sociale, solidaire et laïque, voit surgir des forces politiques hostiles à la démocratie. La Pologne, la Hongrie, la République tchèque, l'Autriche, l'Italie même empruntent des chemins bien aventureux. Que dire des 85 députés de l'AfD en Allemagne? Que dire de la dérive autoritaire de la Turquie? Et lorsque nous tournons les yeux vers l'Amérique, nous voyons que les deux pays les plus peuplés de ce continent, les États-Unis et le Brésil, semblent céder à de sombres tentations. La France a plus que jamais un rôle à jouer, pour lequel elle reste admirée dans le monde entier, afin de redonner vie aux idéaux politiques qu'elle a inventés en 1789. Pour cela, elle doit donner l'exemple dans ses propres frontières. En aurons-nous encore la force si nous continuons à reculer sur nos principes? J'évoquais tout à l'heure la mémoire de Simone Veil et celle d'Antoine Sfer. Je rappellerai celle de Charles Aznavour. Lors d'un entretien avec Jacques Chancel, qui s'évertuait avec une insistance pesante à lui faire dire qu'il devait se sentir arménien, il répondit « C'est mon folklore. Je suis arménien parce que j'ai été baptisé dans l'église arménienne. Et puis je suis français. » Il ajouta « Il y a beaucoup de gens qui veulent réussir pour gagner une terre, pour gagner un pays. Le langage est un pays. » Celui-là, ce jour-là, a donné une grande leçon à tous ceux qui ne comprennent pas que nous sommes faits d'identités multiples qui construisent la richesse singulière de chacun d'entre nous, et non d'une essence, et que ce sont ces singularités réunies autour des principes qui nous gouvernent qui forment la République laïque. Apprécions avec optimisme les signes d'un raffermissement de notre laïcité après 35 ans d'érosion. Accueillons avec espoir les déclarations récentes de Gérard Collomb, de Martine Aubry, de Mazarine Pinjot, qui appellent désormais à défendre l'universalisme. Remarquons les manifestations d'une culture laïque renouvelée à travers les films, les séries et de très nombreux ouvrages. Applaudissons hors de nos frontières au vote des Irlandais sur l'interruption volontaire de grossesse, sur l'abrogation du délit de blasphème. Souhaitons que nos efforts et le rétablissement d'une école républicaine nous permettent de vivre de nouveau fraternellement, d'où que nous venions, pour construire entre égaux émancipés un avenir de liberté et de fraternité. Souvenons-nous toujours, comme l'a écrit notre amie Catherine Kinsler, qui est en face de moi, que la laïcité a produit plus de liberté que ne l'a jamais fait aucune religion investie du pouvoir. C'est pour illustrer l'ardente nécessité de ce combat pour nos libertés que le CLR, Comité Laïcité République, a créé les prix de la laïcité en 2003, sous l'impulsion de Patrick Kessel, mon prédécesseur, que je veux saluer pour son action incessante et féconde. Fondateur du CLR avec deux autres anciens présidents, l'historien Claude Nicollet et le sénateur Henri Caillavet. Vous imaginez que l'héritage est lourd. Ces prix nous donnent l'occasion d'honorer celles et ceux qui, au prix de grands dangers, se battent pour la liberté, l'égalité et la fraternité, donc pour la laïcité,
en France et ailleurs. Avant de passer la parole à la présidente du jury 2018, j'adresse mes sincères remerciements au service du protocole, au service technique de la ville de Paris, pour leur amabilité, leur professionnalisme et leur disponibilité. Ma gratitude va bien sûr aux membres du Comité Laïcité République et particulièrement à l'équipe du secrétariat général et à celle de la communication qui, entièrement bénévoles, permettent chaque année que ce miracle se reproduise sans intervention divine. Et je vous demande de les applaudir. Le jury a pris des décisions dont vous allez avoir la primeur dans quelques minutes. Merci Françoise, merci aux membres du jury et mes félicitations anticipées aux lauréats. La parole est donc à Françoise Laborde, journaliste de télévision qui a exercé son talent sur TF1, France 3 puis France 2. Françoise a été membre du CSA, du Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes, de la commission chargée de la lutte contre les stéréotypes sexistes. Essayiste talentueuse, elle est la co-auteure d'un ouvrage récent, Le massacre des innocents, les oubliés de la République. Françoise Laborde est une militante laïque infatigable et une fidèle compagnonne des combats et des actions du Comité Laïcité République. Merci, Françoise.